Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du cours du chapitre 4 sur l'énergétique du poids matériel. Alors dans la première partie, nous avons pu voir certaines notions importantes en physique et en mécanique qui sont introduites dans ce chapitre. Par exemple la notion de travail, les différents théorèmes énergétiques, donc le théorème de l'énergie cinétique, la notion aussi de puissance d'une force. Maintenant, nous allons un peu plus analyser finement les différents types de forces qu'on peut retrouver dans la nature, et notamment les forces conservatives. Alors, qu'est-ce qu'une force conservative ? Une force est appelée force conservative lorsque le travail de cette dernière est indépendant du chemin parcouru. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc, imaginons un point A et un point B dans l'espace. Une force s'applique à une masse, par exemple, à partir du point A. On peut imaginer que c'est le poids. Eh bien, peu importe le chemin que va prendre cette masse pour aller au point B, donc c'est-à-dire que ça peut être le chemin C1, C2, mais aussi C3 par exemple, peu importe le chemin, alors le travail de la force, donc le travail du poids dans ce cas-là, ou le travail d'une force conservative, est toujours le même, peu importe le chemin parcouru. Donc on a pu voir que le travail macroscopique entre A et B, c'est rien d'autre que l'intégrale de f scalaire dl le long du chemin. Et donc on peut écrire cette égalité comme l'intégrale sur C1 de f scalaire dl, c'est aussi l'intégrale sur C2 de f scalaire dl. Et là, grâce aux propriétés d'intégrale, si on somme l'intégrale de f scalaire dl sur C1 plus f scalaire dl sur C2, et on a l'intégrale fermée entre C1 plus C2. Donc il fait AB, BA, et donc ça c'est forcément égal à 0, puisque on revient au point initial. Donc le travail d'une force conservative sur un contour fermé est toujours égal à 0. Là on va se réfléchir, on va essayer de calculer en fait le travail du poids. Donc le travail du poids, on a donc entre A et B. Donc le travail, pour le rappeler, c'est bien homogène à une énergie. Donc le travail du poids entre A et B, c'est donc le poids scalaire, un petit déplacement, intégré entre A et B. Hop. Or, ce petit déplacement, on peut l'écrire dx ux plus dy uy plus dz uz. Le poids lui-même, là on va considérer que on est orienté selon z comme ça, x comme ça, y comme ça, x comme ça. Et donc le poids c'est égal à moins mg selon uz. Donc ça c'est égal à l'intégrale entre a et b de moins mg selon uz scalaire dx ux plus dy uy plus dz uz. Et ça on peut donc simplifier, c'est l'intégrale entre a et b de moins mg dz, comme les autres coordonnées, comme les autres valeurs selon ux et uy, leur scalaire avec uz c'est égal à 0.
Et donc là, on peut retrouver moins mg zb plus mg za, qui est donc égal à mg za moins mg zb. Et ça, on reconnaît, c'est l'énergie potentielle du poids. Donc c'est EP au point A, donc au point initial, moins EP au point B, ou alors moins la différence entre A et B de EP. Très bien. Et là, on voit donc juste avant qu'on a pu... qu'il y a un lien, en fait, entre le travail d'une force conservative et une énergie potentielle. C'est-à-dire qu'on peut simplement exprimer le travail entre A et B d'une force conservative à partir d'une différence d'énergie potentielle. Donc là, on peut se douter que l'énergie potentielle a un lien avec une force conservative. C'est bien ce qu'on va voir. Donc, reprenons. Donc, le chemin, donc le travail sur un contour fermé, donc C1 plus C2, donc il fait, le point va faire A, B, puis BA. On a pu voir que ça, cette valeur, c'était bien égal à 0. Qu'est-ce que ça signifie donc que le travail sur un contour fermé est égal à 0 ? En fait, on peut réécrire via le théorème de Stokes. Ça, vous verrez, c'est un théorème qui sera utilisé en seconde année, donc je vous demande de me faire confiance. On peut réécrire cette intégrale via le théorème de Stokes de cette façon. Donc c'est l'intégrale double du rotationnel de f sur ds. Voilà, ça s'appelle le théorème de Stokes, ça sera vu en seconde année, mais c'est quelque chose qui va nous permettre d'en déduire que si cette intégrale est aussi égale à 0, bah ça signifie que ce qu'il y a là, c'est aussi intégral à 0. C'est aussi égal à 0. Donc on l'a là. Et ça, en fait, le rotationnel de f, qui est égal à 0, en fait, c'est une propriété mathématique qui permet de nous dire que la fonction f dérive, en fait, d'un potentiel, d'un champ de potentiel qu'on va noter EP. Et donc là, on peut écrire, donc, si on a cette égalité qui est présente, ça signifie que f est égal à moins le gradient d'une fonction qu'on va noter EP et qu'on va voir qui va correspondre à l'énergie potentielle. Donc, je réécris ce qu'on a pu trouver ici. Ça signifie avec les propriétés du gradient que DEP c'est égal au gradient scalaire un petit déplacement. Et là, on va venir étudier en fait le travail d'une force conservative. Donc, réécrivons ce que c'est le travail d'une force conservative. Donc, c'est l'intégrale entre A et B de FDL. Or, nous avons vu que F, grâce au fait que ce soit une force conservative, et donc on puisse écrire le théorème de Stokes, donc on puisse avoir un rotationnel de F égale à 0, on peut écrire que F, c'est moins le gradient d'une fameuse fonction EP, qui est l'énergie potentielle. Donc on peut écrire cette fonction-là, on peut écrire cette valeur-là. Or, ça, on a pu voir juste en haut que ça correspondait à DEP. Donc ici, on n'oublie pas de faire passer le moins de l'autre côté. Et ça, on se rend compte qu'en intégrant, on a EPA moins EPB. Et c'est exactement ce qu'on a ici, quand on avait calculé le travail du poids de la manière simple. En fait, on se rend compte que cette fameuse fonction EP, je l'ai noté comme ça, cette fameuse fonction EP, ça correspond bien à l'énergie potentielle. Donc en bref, une force conservative est toujours issue d'une énergie potentielle. Ça veut dire que si on connaît l'énergie potentielle, alors on connaît la force. Il suffit de prendre le gradient d'énergie potentielle
pour en dériver la force. Et une des choses importantes à retenir avec une force conservative, c'est que le travail d'une force conservative, peu importe le chemin que le point va prendre dans l'espace, peu importe son chemin, c'est toujours le même. À la fin, c'est que le départ et l'arrivée qui comptent, peu importe le chemin pris. Donc, dans le cas d'une force, on avait le travail entre A et B. On a montré que c'était égal à moins delta EP. C'était égal à mg ZA moins ZB, ou alors moins mg ZB plus mg ZA. Et là, donc, qu'est-ce que nous dit cette fameuse... c'est ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a pu voir que donc, le travail, que la force dérivée de l'énergie potentielle, ça veut dire que le poids dérive de moins grade EP. Et bien là, on se rend compte que si EP, c'est égal à mgz plus une constante, et bien en fait, on retrouve bien l'expression du poids qui est égale à moins mgz selon uz. Donc ça fonctionne bien. On peut faire ce même travail avec l'énergie potentielle élastique. Donc je vous rappelle la force qui est de moins kx moins L0 selon ux. Donc on va calculer le travail de cette force entre A et B. Donc c'est l'intégral entre A et B de F scalaire dl. L'intégral entre A et B de moins kx moins L0. Donc là je vais directement mettre dx, parce que si on décompose dl, dx, ux, plus dy, uy, plus dz, uz, à la fin il n'y a que dx qui reste. Et ça on intègre entre A et B, c'est donc égal donc, à moins 1 demi de kx moins L0 au carré entre A et B. Et c'est donc égal à moins 1 demi de k b moins L0 au carré plus 1 demi de k a moins L0 au carré. Et ça, c'est bien égal à EPA moins EPB. Et donc, qui est égal à la différence une énergie potentielle entre A et B. Et donc, en fait, on se rend compte que la force F de rappel élastique du ressort, eh bien, est une force conservative, car son travail entre deux points s'exprime simplement par la différence d'énergie potentielle entre ces deux points. Et donc en fait, si on fait F est égal à moins grade de EP, avec EP, on l'a vu, c'était un demi de kx moins L0 au carré plus une constante, et on l'insère dans le gradient, et bien on obtient bien moins 1 demi, on obtient moins kx moins L0 selon ux. Donc voilà, donc la force de rappel élastique d'un ressort, c'est aussi une énergie, c'est aussi une force conservative dont est déduit une énergie potentielle. Bien. Maintenant, nous allons rajouter un second cas, un second théorème
Donc on a pu voir, le premier, c'était le théorème de l'énergie de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique, donc il nous disait que la dérivée de l'énergie cinétique par rapport au temps, c'était la somme des puissances des forces extérieures qui s'appliquaient sur le point M. Et en fait, ça prenait l'intégralité des puissances. Peu importe si la force était conservative ou non conservative, c'était vraiment la somme des puissances des forces. Le théorème de l'énergie mécanique, il va permettre d'affiner un petit peu cette analyse, et il nous dit que la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, donc juste ici, et en fait c'est rien d'autre que la somme des puissances des forces non conservatives. C'est-à-dire que dans cette somme-là, on ne va pas mettre les puissances des forces non conservatives, donc le poids, la force de rappel d'un ressort, on va mettre seulement, par exemple, les forces de frottement, que les forces non conservatives. Donc pour rappel, l'énergie mécanique, c'est la somme de EC, de l'énergie cinétique, plus la somme de l'énergie potentielle. Et donc là, on va s'attacher à démontrer ce théorème. Donc le dérivé de l'énergie mécanique par rapport au temps, c'est égal à la somme des puissances des forces non conservatives. Donc, on va commencer à partir de là, du début. Donc, on peut noter que la somme des forces, on peut la diviser en deux. Les forces conservatives et les forces non conservatives. On a aussi vu le théorème de l'énergie cinétique. DEC sur dt est égal à la somme des puissances de toutes les puissances des forces qui s'appliquent sur le point M. On peut donc réécrire que DEC dt, que DEC, c'est la somme des puissances fois dt. Or, on peut diviser les deux puissances des forces avec les puissances issues des forces conservatives et les puissances des forces non conservatives. Donc, DEC, c'est aussi égal, comme PCDT, c'est le travail des forces conservatives, le travail microscopique des forces conservatives, et PNCDT, c'est le travail des forces le travail microscopique des forces non conservatives. On peut écrire cette égalité-là. Il faut se rappeler justement ce qu'on a vu juste avant, donc que qu'une force conservative, je vais le noter là, qu'une force conservative dérivée d'une énergie potentielle. Donc on peut écrire que F scalaire dl, c'est moins grade EPDL. On a ça signifie ça donc c'est bien le travail WC qui est bien égal à moins DEP. Donc on a cette égalité là, le travail microscopique des forces conservatives qui est bien égal à la différence de l'énergie potentielle. Donc, on peut prendre DEC ici, qui est égal à moins DEP, plus la somme des travaux, ça on a pu montrer que c'était égal. Ce qui signifie qu'on fait passer le DEP d'un côté, et on a DEC plus DEP, qui est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Or, comme DEC plus DEP, c'est DEM, on peut écrire cette égalité-là. Et on vient tout diviser par dt. Et on retrouve bien dans l'expression du théorème de la puissance mécanique, qui dit que la dérivée par rapport au temps de l'énergie mécanique, c'est bien égal à la somme des puissances des forces non conservatives qui s'appliquent sur notre point M.
Là, on peut réaliser l'opération similaire qu'on avait faite lors du théorème de l'énergie cinétique. Hein. On voulait intégrer notre théorème. Et donc, en intégrant notre théorème, on a... Donc, excusez-moi, je reprends mon explication. Donc là, on voulait intégrer le théorème de la puissance mécanique d'une façon similaire à ce qui avait été fait sur l'intégration du théorème de l'énergie cinétique. Donc, on part de notre théorème, DEM dt, qui est égal à la force des puissances des forces non conservatives. Je peux intégrer cette équation sur dt entre A et B. Donc, DEM dt est égal à... Là, je peux intervertir somme et intégrale. Donc, j'ai intégrale entre A et B de DEM somme des BA PNC dt. Et donc là, je me retrouve bien avec EMB moins EMA qui est égal à la somme des travaux des forces conservatives, non conservatives, excusez-moi, égal à la différence entre A et B de EMB. Donc ça, en général, c'est la forme du théorème qu'on va pouvoir utiliser, notamment dans l'exercice précédent, qui met en application le principe du théorème de l'énergie mécanique. Alors, dans ce théorème-là, on nous demande d'écrire le théorème. Donc c'est la même chose que ce qu'on avait vu lors de l'exemple précédent pour appliquer le théorème de l'énergie cinétique. Et donc là, on va essayer d'appliquer le théorème de l'énergie mécanique et voir ce que ça donne en termes de résultats. Donc on a la différence d'énergie mécanique, hein. Donc c'est DEM en B moins EM en A, qui est égal à la somme des travaux des forces non conservatives. Or là, on n'avait que le poids qui s'appliquait, et le poids, c'est bien une force conservative. Et donc cette différence est égale à 0. On a alors... On sait qu'on a EM qui est égal à EP plus EC. Donc on va se poser la question, donc là comme il y a une différence, on va se poser la question, c'est quoi EP moins EP0 ? Et donc là, on peut voir que notre masse M, elle a une certaine distance qu'on va noter H. Et donc cette différence d'énergie potentielle, hein, donc c'est bien l'énergie potentielle qu'on avait en A, moins l'énergie potentielle qu'on avait en 0. Or, en A, on considère qu'on est à l'altitude Z égale à 0. Donc on a seulement EP0. Comme en A, on considère qu'on a altitude nulle, donc il n'y a pas d'énergie potentielle. C'est notre référence. Et EP0, c'est moins... Enfin, EPO, c'est moins MG ZO. Or, ZO, quelle est sa hauteur ? C'est ZO égale à H. Et donc, avec un petit peu de trigonométrie, on peut écrire que c'est moins MG H moins MG D sin θ. Donc là, parce qu'on en a θ là, on a une valeur D de A à O. Et donc, comme ça, c'est sin θ. Excusez-moi, c'est pas... Est-ce que c'est bien sin θ ? Donc on va analyser. Oui, c'est sin θ. Hop. L'énergie cinétique, qu'est-ce qu'on a ? Donc on a EC
A moins ECO ECA moins CO. Donc on a 1 demi de M VA carré qui est moins l'énergie cinétique en haut, et donc on considère qu'il n'y avait pas de vitesse. Donc c'est 0. Donc c'est 1 demi de MVA carré. Donc là, l'énergie cinétique l'énergie potentielle en haut, j'ai oublié de vous dire, mais il y a bien il y avait bien, non c'est ça, c'est correct, c'était bien moins mg d sin θ. Et donc, DEM, donc ça c'était DEP, ça c'est DEC, donc DE, et donc delta EM c'est delta EC plus delta EP, qui est donc égal à 1 demi de MVA carré moins mg d sin θ, et ce qui signifie, et ça c'est bien égal à 0, et donc on peut réécrire que on a 1 demi de MVA carré qui est égal à mg d sin θ. On peut simplifier les m, faire passer le 1 demi de l'autre côté, prendre la racine carrée, on a VA qui est égal à 2G d sin θ. Or, cette valeur, racine carrée de 2G d sin θ, c'est exactement la valeur qu'on avait pu calculer avec le théorème de l'énergie cinétique. Et heureusement, c'est-à-dire que les deux méthodes appliquées à ce problème donnent heureusement les mêmes vitesses. Donc donc comparons ce résultat avec le théorème de l'énergie cinétique. On a la même vitesse. On obtient la même vitesse avec les deux théorèmes. Et heureusement. Maintenant, on va rajouter une petite force non conservative pour vraiment voir l'utilité de l'application du théorème de l'énergie mécanique. Et donc là, on va rajouter, en fait, donc notre masse, elle va descendre, toujours sans frottement. Mais une fois qu'elle est en A, elle va venir continuer un petit peu sur une surface plane, donc sur la partie plane, jusqu'à un point B. Mais cette fois-ci, en fait, elle va s'arrêter parce qu'on va considérer qu'il y aura un frottement sur la partie plane. Et donc, s'il y a un frottement sur la partie plane, c'est-à-dire qu'il y a une force non conservative qui est issue du poids. Donc, on va écrire notre théorème. On va écrire notre théorème, de l'énergie mécanique. Donc, c'est EM au point B moins EM au point A. Et donc ça, c'est ECB plus énergie potentielle au point B moins ECA plus énergie potentielle au point A. Donc on peut réécrire, c'est ECB moins ECA plus EPB moins EPA. Alors une première constatation, c'est comme A et B sont à la même altitude, alors la différence d'énergie potentielle entre les deux points sera nulle. Donc ça, on peut simplifier. Et donc, ça, avec le théorème de l'énergie mécanique, on sait que c'est le travail entre A et B de la seule force non conservative qui est présente ici, qui va être la force de frottement tangentiel. Alors, la résultante du support
dirigée comme ceci en fait, elle ne travaille pas, hein, parce que du coup, si la vitesse par rapport, donc si on calcule la puissance de la résultante du support, en fait, on se rend compte que le produit scalaire est nul, donc elle ne travaille pas. Donc la force de frottement tangentiel, c'est la seule force qui travaille et qui est une force non conservative. On a pu voir, grâce aux exercices précédents, donc les exercices notamment sur les lois de Coulomb, que je vous invite à aller voir, que T, dans le cadre d'un mouvement, peut s'exprimer comme moins F, donc le coefficient de frottement, N selon UX, et N, en fait, donc c'est la force c'est la force du support. Donc c'est moins F mg, en fait on calcule dans un PFD qu'on étudie selon UZ. Donc c'est par rapport au poids. Donc c'est moins FMG selon UX. Donc UX prime, hein, qui est maintenant, on considère là, que c'est UX prime et dans cet sens est plat en fait. Donc le travail entre A et B de cette force tangentielle, c'est donc T scalaire AB. Et donc c'est moins F mg D'. Voilà, et D', on considère que ça va être la distance d'arrêt. Parce qu'il s'arrête du coup au point B, on considère que la distance entre A et B, c'est D'. On peut faire ECB moins ECA, donc les différentes énergies potentielles, d'énergie cinétique. Donc la vitesse en B, comme il s'arrête, c'est 0. Moins ECA, on a pu le déterminer juste avant, c'est 1,5 de MVA carré. Or, on a pu voir que ECB moins ECA, c'était égal, ici, c'était égal au travail de la force tangentielle, comme ceci. Or, le travail de la force tangentielle, on a montré que c'était égal à moins FGD'. Et donc ceci est égal à moins FMGD'. On peut venir simplifier les différentes expressions. Donc on a mg. Donc on connaît la valeur de VA, qui est ici. Donc on l'insère dans l'énergie cinétique. Alors on peut écrire que mgd, avec d qui est toujours cette valeur-là, dg sin alpha, qui est égal à fmgd'. Et on peut venir simplifier que d' est égal à d sin alpha sur f. Et donc ça, c'est la distance d'arrêt sur l'horizontale de notre masse. Très bien. Alors un petit bilan avant de clôturer cette vidéo. Donc on a pu voir la notion d'énergie de travail microscopique, hein, qui était bien homogène à une énergie. Donc le travail microscopique, c'est F, la force scalaire du. Donc du, un petit déplacement quelconque. On a pu voir la notion d'énergie cinétique. On a pu voir à quoi correspondait le travail macroscopique cette fois-ci. Donc en fait, c'était donc l'intégrale sur un chemin du travail microscopique, hein, F scalaire dl ou F scalaire du. Dans le cas d'une force conservative, on a que peu importe le chemin, C1, C2, C3, le travail est toujours le même, tant que les points d'arrivée sont les mêmes. On a pu voir la notion d'énergie mécanique, hein, qui est égale à l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, ainsi que le théorème de l'énergie cinétique, qui dit que DEC sur dt, donc la dérivée de l'énergie cinétique, est égale à la somme de toutes les puissances des forces qui s'appliquent au point M, tandis que le théorème de l'énergie mécanique, donc c'est la dérivée de l'énergie mécanique par rapport au temps, et lui est égal à la somme de toutes les puissances qui s'appliquent, de toutes les puissances des forces non conservatives, cette fois-ci, qui s'appliquent sur notre masse. Donc là, ça va être plutôt important, donc les exercices à suivre, parce qu'ils vont permettre d'appliquer les différents théorèmes qu'on a vus, hein, qui peuvent sembler
parfois un peu éloigné du réel. On peut avoir du mal à se représenter ce que ça vaut. Et donc pour bien comprendre, c'est impératif pour nous d'appliquer les différents théorèmes à des exercices. Donc je vous propose 3 exercices. Un sur le pendule simple énergétique. Ça, on a pu le voir que le pendule simple est un outil qui est particulièrement précieux pour étudier la mécanique. On a plein de façons d'écrire les équations du mouvement du pendule simple. Notamment, on peut l'écrire via les théorèmes de l'énergie cinétique ou mécanique. On va retourner sur l'oscillation d'un anneau dans un cerceau. Et donc là aussi, on va pouvoir voir qu'on peut l'étudier avec les théorèmes énergétiques. Et aussi le cas du looping. Je vais vous proposer aussi une autre vidéo de complément de cours. Cette fois-ci, ça va être couplé avec l'oscillateur harmonique, les différents théorèmes énergétiques, pour étudier en fait les phénomènes de stabilité et d'instabilité. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et à bientôt.